l'intersyndicale de la santé menace de ne plus assurer les urgences avec un énième plan d'action. Les blouses blanches ont dénoncé l'indifférence de l'État et décidé de hausser le ton pour contraindre les pouvoirs publics à agir et à agir vite. Au micro de Aminata Dramé, voici le patron de la FGTS, Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, Sidi Ndiaye. Pour la deuxième, les négociations sont au point mort parce que le gouvernement manifestement ne va pas sortir de son trou. Excusez-moi de parler comme ça. Ils font le mort. Je pense que le deuxième va continuer jusqu'à ce qu'il se réveille, puisque nous avons bouclé aujourd'hui le 3e jour de grève, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire national. Et si rien n'est fait entre jeudi et vendredi également, il est évident que le 13e plan va se poursuivre avec la semaine du lundi, mardi, mercredi qui vient, les 22, 23, 24. 3 jours de grève encore, tout cela, en attendant de voir s'ils sont prêts en tout cas à venir à la table de négociation, puisque ce que nous demandons, c'est l'ouverture de négociations sérieuses sur le régime indemnitaire. En deuxième, dans ce 13e plan d'action, à arrêter le service minimum, mais également à arrêter les programmes, les stratégies avancées de vaccination, les stratégies avancées et mobiles pour les programmes élargis de vaccination. Il ne faut pas qu'on nous pousse à arrêter les urgences. C'est la ligne rouge. Et je pense que la raison va l'emporter dans cette affaire, puisque le 13e plan sera évalué la semaine prochaine et n'excluons pas un 14e plan si manifestement rien n'est fait pour ouvrir les négociations. Eiffage est en porte-à-faux avec la loi et elle doit à ce titre être traduite en justice afin que force reste à la loi. À propos du leader de la FGTS, Sidi Ndiaye, interrogé par Aminata Dramé, n'exclut pas des manifestations de grande envergure afin que les 50 travailleurs licenciés à Saint-Louis par la société Eiffage soient rétablis dans leurs droits. Toujours ces propos avec notre reporter. Et ces travailleurs, après enquête, lorsqu'ils sont venus nous voir, nous nous sommes rendus compte que les contrats qui étaient signés avec l'entreprise n'étaient même pas visés par l'instruction régionale de travail de Saint-Louis, d'une part, et que d'autre part, il n'y avait même pas de délai par rapport à ce contrat. Donc on a simplement mis une travaux urgence signalés, c'est tout. Donc nous pensons que c'est une forfaiture, d'autant que Eiffage a recruté en même temps d'autres travailleurs pour les remplacer. Normalement, ça doit être lié au chantier. Le chantier est en cours, c'est sur 3 km de digues de protection, et il est loin d'être terminé. Donc nous ne comprenons pas qu'on vire 50 personnes tout d'un coup et qu'on en prenne d'autres à leur place. C'est une manœuvre qui nous aurait prospéré, c'est la raison pour laquelle nous avons donc instruit notre secrétaire général de l'Union régionale de Saint-Louis, Talam Fall, de faire une requête, ce qui a déjà été fait ce matin, déposé au niveau de l'instruction régionale de travail pour que force reste à la loi. C'est-à-dire qu'on convoque cette entreprise pour savoir les tenants et les aboutissements de cette rupture unilatérale de contrat. Donc nous disons que simplement c'est un licenciement abusif et comme mesure conservatoire, nous avons donc pris cette requête au niveau de l'instruction régionale, mais nous allons également manifester. Et nous parlons de la visite du président de la République, Macky Sall. Il est attendu à Touba, à Kolda, autant pour moi, ce vendredi. Une visite qui divise le camp présidentiel. En effet, Farba Ngom et Mor Ngom, les émissaires qui sont de la présidence, sont déclarés persona non grata dans la commune de Kolda par les militants du Benno Bokk Yakaar. Des émissaires du président qui viennent de créer même un véritable malaise au niveau de la mouvance présidentielle, car les partisans du ministre-maire Abdoulaye Bibi Baldé exige plus de respect de la part de Macky Sall. Daouda Sidibé, responsable de l'APR, a porté leurs paroles, propos recueillis par Pape Kadjilibani. Nous voulons demander au président Macky Sall qu'il puisse effectivement accorder un respect aux responsables et leaders de la victorieuse coalition Benno Bokk Yakaar. Nous ne pouvons pas un seul instant cautionner que le président Macky Sall puisse nous envoyer des émissaires pour effectivement partager des informations relatives à sa venue. Que ces émissaires aient du respect envers les responsables et leaders qu'il trouve ici au niveau local. Un émissaire du président qui arrive dans la commune chef-lieu de région pour tenir une rencontre relative à la venue du président de la République devait s'interroger pour s'inquiéter de l'absence de tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar et du représentant du ministère-maire à la commune de Kolda. En l'occurrence, Mor Ngom et Farba Ngom leur déclarant persona non grata. Trop, c'est trop. Et nous parlons de l'APR qui traverse une zone de turbulence à Yeumbeul Nord. Plus de 10 000 militants envisagent de claquer la porte. Ils ont déjà même gelé leurs activités. Le népotisme, le clientélisme, le clanisme, le favoritisme sont érigés, selon ses membres ou militants, en règle par les coordinateurs de la commune et de la zone de Yeumbeul 52. Le collectif des militants de Yeumbeul Nord tire la sonnette d'alarme et interpelle Macky Sall. Ils étaient face à la presse, Younous Baldé. À Pékin, le collectif des militants de Yeumbeul Nord est monté au créneau pour dénoncer la mauvaise gestion de l'APR au niveau communal. Selon le porte-parole du collectif, le coordonnateur de la zone de Yeumbeul 52 a érigé le
népotisme, le clanisme, le favoritisme en règle. Conséquence, plus de 10 000 militants menacent de quitter l'APR. Abdoul Sall est responsable à Yeumbeul 52. Minimum, il y a 100 coordinateurs. Et le coordinateur d'un comité de 100 personnes, de 100 à 100. Donc voilà 10 000 potentiels militants qui risquent de quitter l'APR. Et j'avoue que ça va avoir des conséquences désastreuses. Le collectif a tenu un point de presse pour tirer la sonnette d'alarme. À en croire ses responsables et militants, il y a une démobilisation totale des apéristes à Yeumbeul Nord. Avant, on arrivait facilement à mobiliser 30 à 40 quarts. Mais aujourd'hui même, il est extrêmement difficile de mobiliser 3 quarts. Le président Macky Sall a certaines choses. C'est lui qui voit toujours les mêmes têtes. Où sont les autres? Autre conséquence de cette mauvaise gestion qui persiste depuis des années, disent-ils, c'est la chute des résultats de l'APR dans cette partie du département de Pékin. On a perdu énormément de militants. En 2012, on était à 67%. En 2017, on a dégringolé jusqu'à arriver à 35,81%. Et si cette situation persiste, j'avoue que le président Macky Sall aura des problèmes. C'est pourquoi le collectif invite leurs mentors à prendre ses responsabilités, sans quoi il estime qu'il sera très compliqué de lui assurer une large victoire à la présidentielle de 2019. Pékin, Younous Abandé, Zik FM. Younous Abandé, sachez que le PIT a fait son choix pour la candidature à la présidentielle de 2019. Le parti du professeur Amadou Soko a décidé d'opter pour un soutien au président sortant Macky Sall. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le parti de l'indépendance et du travail justifie ce choix par la nécessité d'une stabilité politique et la paix civile, entre autres. 30 000 cahiers, 7 500 sacs pour les élèves, mais également 24 caisses de craie pour les enseignants. C'est le geste de la municipalité de Mbao à l'endroit du système éducatif pour un montant de plus de 25 millions de francs CFA. Une dotation qui entre en droite ligne avec la politique éducative du maire de Mbao, Abdoulaye Pouye, qui, même s'il accompagne le président Macky Sall, dénonce le non-respect des engagements de l'État dans certains secteurs. Le reportage plutôt d'Idriss Diémé. C'est devenu un rendez-vous annuel entre la communauté éducative et la municipalité de Mbao qui a remis des kits scolaires à l'ensemble des élèves des écoles publiques primaires de la commune. Abdoulaye Pouye et les maires de Mbao. On a eu aujourd'hui à distribuer 30 000 cahiers, 7 500 sacs et 24 caisses de craie pour les mettre dans les 12 écoles primaires élémentaires que nous avons dans la commune. Il y avait 2 ou 3 qui étaient un peu inondées. Nous, c'est que ça va, ça c'est vraiment décanté. Les autres écoles aussi, que ça soit donc au Kermbefal 2 ou Médina Maougar 2 aussi. Cette rencontre qui a vu les 7 500 élèves des écoles publiques primaires de la commune recevoir des fournitures scolaires et des craies pour le corps enseignant a été aussi une occasion pour le maire de Mbao d'appeler l'État au respect de ses engagements. Terminé donc les routes à Ridis et à Kermbefal, presque plus de 1 an, on a démarré ces routes mais qui n'avancent pas du tout. Pour les inondations qui se passent au niveau du croisement de Grand Mbao, la mairie est victime de cette situation alors que l'État avait promis de le faire. En attendant la réalisation de ces vieilles doléances des populations de Mbao, il est évident que cette dotation en matériel scolaire et fourniture pour les élèves est un intrant de qualité pour l'éducation dans cette commune. Idriss Diémé à Mbao, Zik FM. Nous restons dans la commune de Mbao qui risque d'être encore un peu plus enclavée car en dehors de l'autoroute à péage qui avait fini de couper la commune en deux, le poste de santé qui était annoncé depuis des années tarde à être construit et les 2 murs du train express régional vont encore isoler les quartiers de Mbao. Transporter un malade ne sera plus possible. En plus, avec l'absence d'un commissariat, la sécurité des populations reste problématique. Écoutons à ce sujet Abdoulaye Pouye, le maire de Mbao, avec notre correspondant. Traverser le trou à péage, il n'y a que des passerelles. Traverser le terre avec un malade ou bien quelqu'un qui doit accoucher. Traverser encore la route nationale pour venir dans un seul poste de santé qui se trouve à Kermbefal à la route nationale. Vous voyez la situation que ça va créer. Donc on avait fini de sensibiliser les autorités qui avaient promis qu'ils allaient quand même nous construire donc un poste de santé après le trou à péage. Et l'espace, on a réservé un espace pour ça. Alors il restait à démarrer, mais jusqu'à présent ça tarde à démarrer. Le poste de police aussi, ou bien le commissariat de police que nous avait promis et qu'on avait déjà donné les locaux. Alors vous savez bien l'insécurité qui sévit en tout cas dans cette commune. Nous avons dit que ça allait se réaliser au cours de l'année 2018. Jusqu'à présent, ça n'a pas du tout démarré. Donc c'est une doléance toute la population de Mbao qu'on est en train de poser.
Et puis, nous parlons de tout à fait autre chose avec le rapport provisoire pour la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. La région de Kaolack propose un plan d'action prioritaire autour d'une vingtaine de projets sur les 500 projets et programmes qui impactent la région pour un montant de près de 500 milliards de francs CFA. En comité régional de développement pour échanger sur le rapport national et les préoccupations, le conseiller technique à la direction générale de la planification et les politiques économiques revient sur la réhabilitation et le dragage du port fluvial de Kaolack. Pape Salilou Touré, entre autres propos, il est avec Farah Diassé. 7 projets qui sont jugés prioritaires par rapport aux propositions de la région. Donc c'est des projets qui concernent d'abord le pôle portuaire de Kaolack pour un coût de 250 milliards et qui va permettre au développement du transport fluvial-maritime jusqu'au port de Foundiougne et jusqu'au niveau du port de Dakar et un peu du port de Ziguinchor. De réhabiliter et d'agrandir l'actuel port de Kaolack, mais surtout de draguer le fleuve Saloum pour permettre la navigabilité des bateaux beaucoup plus importants en termes de tonnage, mais également et surtout le port sec qui est prévu à Mbadakhoune. Il y a beaucoup de projets de transfert d'eau qui ont été proposés, qui permettent en fait d'avoir une eau productive, parce que c'est cela qui permet de pouvoir utiliser l'eau pour mener des activités, par exemple dans le maraîchage. Mais également, au niveau de Kaolack, il y a 2 unités qui sont... Dakar, capitale de la police francophone, le 5e congrès du réseau international francophone de formation policière se tient au Sénégal, une première en Afrique, la gestion des risques et des nouvelles menaces, thème du congrès, une initiative qui entre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et la cybercriminalité. Plusieurs pays d'Afrique francophone sont venus participer à cette rencontre d'envergure internationale. Goran Naglou. Offrir un lieu d'échange, de collaboration et de diffusion afin de faire progresser les pratiques policières, Dakar devient la capitale de la police francophone, la gestion des risques et des nouvelles menaces, thème de cette 5e congrès de la Francopole. La présidente de cette association revient sur l'objectif de cette rencontre. L'objectif, c'est de partager avec nos partenaires sénégalais les bonnes pratiques, nos connaissances en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de lutte contre la criminalité organisée, contre les flux migratoires, nos bonnes pratiques, nos expériences et acquérir aussi des compétences qui nous mettront à notre disposition. Elle annonce que le Sénégal est un exemple en matière de sécurité. Le Sénégal est un excellent élève. Dans le même temps que se tient le congrès de Francopole, se tient un exercice régional de lutte contre le terrorisme qui a été joué dans plusieurs pays. Venu présider la cérémonie d'ouverture de ce congrès d'envergure internationale, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur magnifie le choix porté sur le Sénégal. Je ne doute point que les résultats issus de vos travaux contribueront largement à la meilleure gestion des risques et à l'endiguement des nouvelles menaces. Mener une lutte farouche pour éradiquer le terrorisme et la cybercriminalité en Afrique occidentale, objectif majeur de cet 5e congrès du réseau international francophone de formation policière. Et puis, la journée mondiale du refus de la misère a été célébrée ce 17 octobre. Grand Yoff a reçu une délégation de l'ONG ADT Carmonde, sont le délégué national de cette ONG. 20% des populations de Dakar vivent dans la misère. Toutefois, il déplore le fait que ces personnes qui vivent dans la précarité soient tout simplement marginalisées. Daniel Marino, il est avec Pape Mantambo. Et le thème pour le Sénégal, c'est Samsunyu Ake Akielef, Warna Kunek Fonek. Donc c'est gardons et protégeons nos droits. C'est le devoir de tous et partout pour donner en fait la parole et l'importance aux gens très pauvres. Pour que leur intelligence et leur savoir puissent participer à la construction de la cité et de la société. En fait, c'est le devoir de tous de prendre soin des droits humains. Parce que si notre voisin nous considère pas comme un humain, on est moins que rien. Et il y a par exemple une maman qui avait souligné que ce qui est difficile dans la pauvreté, c'est de ne pas être invité, par exemple, au baptême, aux cérémonies, parce que les gens considèrent que de toute façon cette personne est trop pauvre. J'ai repéré que statistiquement, par exemple, je crois dans l'incidence de pauvreté à Dakar est autour de 26%. Maintenant, l'extrême pauvreté, elle se cache dans cette pauvreté.